Pourquoi des millions de voix s'élèvent-elles aujourd'hui pour défendre Ibrahim? Ce slogan « Ne touchez pas à Ibrahim » résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il traverse les villes et les continents, de Dakar à New York, de Bamako à Paris, de Nairobi à Johannesburg, de Kigali à Montréal. Dans chaque quartier, sur chaque marché, dans chaque université, on entend l'écho de ce nom, devenu synonyme d'audace et de renouveau. Sur les murs, dans les bus, sur les t-shirts, les visages de jeunes arborent son portrait comme un étendard, rappelant les grandes figures du passé, mais avec une énergie nouvelle, résolument tournée vers l'avenir. Il y a 5 années, Ibrahim Traoré n'était qu'un nom parmi d'autres dans les rangs de l'armée. Un jeune capitaine, inconnu du grand public, qui parcourait les pistes poussiéreuses de son pays, sans se douter qu'un jour, il deviendrait le visage d'une renaissance. Aujourd'hui, il est devenu le symbole d'un espoir collectif, l'incarnation d'une promesse longtemps différée et souvent trahie. Sa trajectoire fulgurante n'est pas sans rappeler celle de Nelson Mandela, dont la voix avait, en son temps, réveillé une Afrique du Sud endormie sous le joug de l'apartheid. Mais ici, c'est une nouvelle génération qui se lève. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un chef d'État, mais celle d'un jeune capitaine propulsé au rang d'icône, à la manière de Sankara, de Lumumba ou de Nkrumah autrefois. Son ascension unit une jeunesse dispersée, avide de dignité et d'indépendance, qui se reconnaît soudain dans un même rêve. Ne plus être à la remorque du monde, mais en écrire les règles. Cette quête de souveraineté résonne jusque dans les banlieues de Londres, dans les campus d'Abidjan ou encore dans les studios de rap de Dakar, où les paroles de Traoré sont reprises, remixées, transformées en hymnes de résistance. Sur les réseaux sociaux, la vague prend de l'ampleur. Les vidéos de ces discours, parfois improvisées sur une simple place de village, sont diffusées à toute allure. Elles sont disséquées, partagées, commentées par une génération décidée à façonner son propre avenir. Les hashtags comme « Ibrahim notre espoir » ou « Afrique debout » deviennent des cris de ralliement. Sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, des millions de vues s'accumulent en quelques heures. Jamais une Afrique si connectée ne s'était sentie aussi puissante, aussi déterminée à imposer ses propres codes. On assiste à une révolution numérique où chaque smartphone devient une arme de mobilisation, chaque influenceur, un porte-voix de la cause commune. Pourtant, derrière cette effervescence, une question brûle les lèvres. Pourquoi maintenant? Pourquoi la voix d'un homme inconnu il y a peu franchit-elle les océans pour toucher jusqu'à la diaspora? Est-ce le résultat de décennies d'attentes déçues, de promesses brisées, de rêves confisqués? Ou bien la preuve qu'un changement profond est enfin en marche, comme une marée irrépressible qui balaie les vieux schémas? L'histoire récente regorge d'exemples où une générosité populaire s'est embrasée à partir d'un simple geste, d'une simple parole. On se souvient du printemps arabe, où le suicide du jeune Mohamed Bouazizi en Tunisie a mis le feu aux poudres, déclenchant une vague de révolte. Ici, le phénomène diffère. Il ne s'agit pas d'un cri de colère isolé, mais d'une aspiration collective à la dignité, portée par un leader inattendu. Ce qui frappe, c'est l'unité spontanée d'une jeunesse longtemps divisée par les langues, les frontières, les rivalités héritées de la colonisation. Aujourd'hui, c'est l'ambition de créer un destin commun qui l'emporte. Mais le risque est immense. Si ce feu n'est qu'un effet de mode, la mobilisation retombera, et l'Afrique pourrait perdre 10, 20, voire 30 précieuses années, laissant sa dignité piétiner. L'histoire est pleine de ces élans retombés. Le rêve panafricain de Nkrumah, la révolution avortée de Sankara, l'euphorie de l'indépendance vite étouffée. Mais si la flamme se transforme en brasier durable, alors l'ordre mondial vacillera, et la jeunesse africaine, debout, ne tolérera plus jamais de vivre à genoux. Ce moment charnière rappelle l'onde de choc provoquée par l'arrivée de Mandela au pouvoir, ou par la chute du mur de Berlin. Tout semble possible, mais tout est fragile. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré? Comment ce jeune officier a-t-il bousculé tout un continent et réveillé des espoirs que l'on croyait éteints? Du village invisible de Bondokui à la présidence du Burkina Faso. Comment un enfant sans histoire devient-il le symbole d'une génération en quête de renaissance?
L'aventure commence loin des projecteurs, dans un coin reculé du pays, où Ibrahim Traoré naît en 1988. Rien, à première vue, ne semblait destiner ce fils de la brousse à incarner l'espoir d'un continent tout entier. Son histoire rappelle celle de leaders issus de l'ombre, comme José Mujica en Uruguay ou Lula au Brésil, qui, partis de rien, ont su transformer leur parcours en force. Son enfance, faite de modestie et de solidarité, se forge au rythme du labeur quotidien. Très jeune, il apprend à transformer la rudesse en force intérieure, marquée par les privations mais aussi par une fierté têtue. Là où d'autres abandonnent, il choisit de s'accrocher à l'école, d'abord dans les établissements de province, puis à l'université de Ouagadougou. Il marche des kilomètres chaque jour, aidant sa famille au champ avant de rejoindre les bancs de l'école. Une routine qui rappelle le parcours de nombreux enfants africains, pour qui l'éducation reste un luxe à conquérir. Là-bas, il se passionne pour l'histoire africaine et prend conscience de l'urgence de briser les schémas hérités de la colonisation. Pour Ibrahim, la politique n'est pas un rêve de pouvoir, mais une obligation morale envers ceux que l'on n'entend jamais. Il affine sa vision à l'écoute des débats, se nourrit des figures du passé et comprend que la souveraineté n'est ni un luxe, ni un simple slogan. C'est une nécessité vitale. À l'université, il rejoint des cercles de réflexion, participe à des débats houleux sur la place de l'Afrique dans le monde, s'inspire de figures comme Cheikh Anta Diop ou Frantz Fanon, dont les idées sur l'émancipation et la décolonisation deviennent ses repères. Pour sonder les failles du système, il entre sans hésiter dans l'armée. La discipline militaire devient son école de rigueur et d'intégrité. Mais il découvre aussi, sur le terrain, les limites de l'indépendance. La dépendance aux technologies et aux financements extérieurs crée des rapports de force implacables. Il réalise alors que la dignité d'un pays se mesure à sa capacité à décider seul. Lors de missions au Mali avec les casques bleus des Nations Unies, il observe la fragilité des accords de paix, la complexité des alliances étrangères, le poids de la logistique importée. Ces expériences marqueront à jamais son rapport à la souveraineté. Son ascension au sein des forces armées est rapide, guidée non par l'ambition, mais par la conviction. Sa droiture force le respect. Ses pairs voient en lui un homme de principe, peu enclin aux compromis douteux. Cet itinéraire singulier fait de lui un outsider, parfois isolé, mais d'autant plus crédible pour une jeunesse lasse des élites traditionnelles. Plusieurs anecdotes circulent. Il aurait refusé des pots de vin, dénoncé des irrégularités, empêché le détournement de matériel militaire, au risque de s'attirer l'hostilité de certains supérieurs. Sa réputation grandit, non dans les salons du pouvoir, mais au sein des rangs, parmi les soldats qui voient en lui un homme de confiance. En 2022, tout change brutalement. Emporté par la colère populaire, Ibrahim Traoré devient le visage d'un basculement, la révolution des idées. Désormais, il ne s'agit plus de grade ni de privilèges, mais d'une exigence collective de dignité et de responsabilité. Pour la première fois, un leader né loin du sérail ose proclamer haut ce que d'autres n'osent même plus murmurer. L'Afrique doit inventer ses propres règles. Ce choix rappelle celui de Jerry Rawlings au Ghana, qui, à la fin des années 70, avait renversé l'ordre établi pour instaurer une nouvelle éthique du pouvoir. Ce choix n'est pas sans péril. Briser les codes et refuser la soumission, c'est risquer l'isolement ou la mise à l'écart. Mais cette radicalité trace une voie nouvelle, source d'inspiration pour toute une génération qui voit, enfin, l'espoir devenir réalité. Des jeunes au Mali, au Niger, en Guinée, reprennent son discours, l'adaptent à leur contexte et lancent leurs propres initiatives. Mais derrière cette ascension fulgurante, des oppositions se noient dans l'ombre. Quels obstacles attendent Traoré? Et comment saura-t-il préserver cette dynamique de changement sans se perdre lui-même? Quand il prononce, d'une voix posée mais inflexible, « L'Afrique doit cesser d'être une marionnette », l'équilibre géopolitique tremble. Ce n'est plus juste un homme, ni même un pays isolé. C'est une onde de choc qui traverse tout un continent, bousculant certitude et hiérarchie. Les chancelleries occidentales s'inquiètent, les analystes s'interrogent, les médias internationaux multiplient les unes consacrées à ce jeune capitaine inconnu il y a peu. La vision de Traoré repose sur la reconquête directe des leviers de puissance, l'or,
le pétrole, les données numériques. Fini l'époque où les richesses africaines disparaissaient dans des banques étrangères ou des sièges sociaux lointains. Désormais, chaque gramme d'or extrait, chaque baril de pétrole pompé, chaque donnée collectée devient affaire d'État, traitée sur place, au nom du peuple. C'est une rupture avec la logique qui prévalait depuis des décennies, où les matières premières partaient brutes, où la valeur ajoutée échappait au continent. Cette stratégie s'inspire d'exemples comme celui de la Norvège, qui a su, grâce à un fonds souverain, transformer la rente pétrolière en levier de développement. Pour transformer cette volonté en acte, le Burkina Faso ose des réformes sans précédent. Nationalisation des mines stratégiques, lancement d'emprunts souverains adossés à la réserve d'or plutôt qu'à des promesses abstraites. L'argent public, naguère absorbé par la dette, irrigue désormais écoles, routes, hôpitaux. La dépendance cède la place à une économie où la décision est maîtrisée localement. Des programmes pilotes sont lancés. Installation de laboratoires d'analyse minière, création de coopératives agricoles, soutien massif aux incubateurs technologiques. L'État impose des quotas de recrutement local, oblige les sociétés étrangères à transférer des compétences, à former des ingénieurs burkinabés. L'effet domino est immédiat. Au Mali, au Niger, en Guinée et dans d'autres capitales, on s'inspire de Ouagadougou. Partout, les contrats miniers sont renégociés, les profits rapatriés, les banques nationales dédiées aux PME locales voient le jour. Au Mali, une réforme similaire vise à intégrer davantage de jeunes dans la gestion des ressources extractives. En Guinée, les autorités lancent une grande consultation nationale sur la redistribution des revenus miniers. La souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient stratégie concrète et contagieuse. Les résultats frappent. En moins de 2 années, la croissance du produit intérieur brut tutoie les 2 chiffres. L'inflation, jadis hors de contrôle, redescend autour de 4%. Le salaire minimum, figé depuis plus d'une décennie, bondit de plus de 30%. Des milliers d'emplois émergent dans l'agriculture, les mines, le numérique. La redistribution s'observe dans les quartiers, sur les marchés, au quotidien. Des exemples concrets. À Bobo-Dioulasso, de nouvelles écoles voient le jour. Dans les campagnes, des dispensaires sont ouverts. À Ouagadougou, le taux d'accès à l'eau potable progresse de manière spectaculaire. Des microcrédits sont octroyés pour soutenir les femmes entrepreneurs, des bourses publiques encouragent les jeunes chercheurs. Mais cette révolution dérange. Les chancelleries occidentales dénoncent les risques d'isolement, de populisme, de fuite des capitaux. Les éditorialistes français, britanniques ou américains évoquent la menace d'une Afrique fermée sur elle-même. Pourtant, un nouveau souffle arrive. Des investisseurs venus d'Asie, du Golfe, d'Amérique latine affluent, attirés par l'ouverture de marchés vierges, la transparence des contrats, une stabilité retrouvée. Des entreprises indiennes s'installent dans le secteur pharmaceutique, des consortiums brésiliens investissent dans l'agroalimentaire, des fonds qatariens financent des infrastructures énergétiques. L'Afrique n'est plus seulement un terrain d'aide, elle devient pôle d'attraction économique, comme le fut la Chine à la fin du XXe siècle. Derrière les chiffres, le défi reste immense. Il faut transformer la défiance en stratégie durable, éviter le piège de l'isolement sans céder l'autonomie. Les réformes suffiront-elles à bâtir des institutions solides, résistantes à la corruption, aux pressions extérieures, aux désillusions internes? Le risque rôde. L'échec signifierait marginalisation, retour à la dette, perte de confiance, une jeunesse replongée dans la désillusion. L'exemple du Venezuela, qui a tenté une voie de nationalisation radicale, mais s'est heurté à la fuite des cerveaux et à l'effondrement institutionnel, sert d'avertissement. Pourtant, un basculement inattendu s'opère. La rupture avec le complexe de dépendance, ce sentiment d'infériorité hérité de l'histoire. Une fierté nouvelle éclot. Dans les écoles, les médias, sur les réseaux, la jeunesse se réapproprie le récit national. Des concours de poésie sont organisés, des documentaires locaux retracent l'histoire oubliée des résistants africains, des jeux vidéo éducatifs valorisent les héros nationaux. Les débats sur l'identité, la culture, l'innovation foisonnent. La souveraineté économique devient matière à réflexion, à inspiration, à ambition collective.
Mais à mesure que l'élan grandit, les premières fissures apparaissent. L'épreuve de la réalité menace l'idéal. L'unité peut-elle résister lorsque les intérêts divergent et que la pression s'intensifie? Les syndicats réclament leur part, les régions marginalisées demandent davantage d'équité, les opposants dénoncent les risques d'autoritarisme. L'histoire enseigne que toutes les grandes révolutions, qu'on pense à la Révolution française ou aux indépendances asiatiques, ont connu des phases de doute, de retour en arrière, de divisions internes. Le défi est de transformer le rêve en institution durable. Et si la révolution la plus décisive était celle qui bouleverse les esprits, bien plus que les lois? Au-delà des discours officiels, une métamorphose souterraine redessine le destin africain, un changement lent, mais irréversible. À la télévision, des séries mettent en scène des familles africaines prospères, des scientifiques locaux, des inventeurs inspirants. Dans les arts, des festivals célèbrent la création contemporaine. Des musées ouvrent leurs portes aux œuvres africaines spoliées par le passé. Le soft power africain s'affirme, à l'image de Nollywood au Nigeria, qui a su conquérir les écrans du monde entier. Dans les rues comme sur les écrans, la jeunesse détourne les symboles. Drapeaux hérités rangés, statues contestées, langue maternelle réhabilitée. À l'école, au marché, des traditions longtemps tues refont surface, brandies comme des drapeaux d'un renouveau qui ne s'excuse plus. On assiste à une renaissance linguistique. Des programmes scolaires intègrent désormais le mouré, le bambara, le wolof, à côté du français ou de l'anglais. Les marchés locaux valorisent les produits du terroir. Les musiciens revisitent les rythmes ancestraux. L'effet viral ne ment pas. Les interventions d'Ibrahim Traoré dépassent 180 millions de vues, traversant le continent du Cap au Caire et fédérant une génération entière. Chaque vidéo attise la fierté, rallume la flamme de l'appartenance et insuffle le sentiment que tout devient possible. On observe des phénomènes similaires à ceux provoqués par Greta Thunberg chez les jeunes Européens, où l'engagement individuel se transforme en mouvement collectif. Même la diaspora se mobilise. De New York à Paris, l'élan se matérialise. Dons, retours, festivals improvisés dans les métropoles, tandis que les transferts d'argent fracassent tous les records. Ce n'est plus l'exil qui unit, mais la volonté de bâtir ensemble, au-delà des frontières. À Montréal, des incubateurs de start-up africaines voient le jour. À Berlin, des associations d'ingénieurs burkinabés partagent leur expertise avec les universités du pays. À Londres, des campagnes de soutien récoltent des fonds pour financer des écoles rurales. Dans les villes, un slogan s'impose. Fait par nous, pour nous. Ce n'est plus une simple provocation, mais le socle d'un nouveau civisme. Coopératives, start-up, associations citoyennes fleurissent, portées par la conviction qu'une Afrique souveraine peut écrire ses propres règles et choisir ses héros. À Lagos, des jeunes lancent des applications mobiles pour soutenir les petits agriculteurs. À Cotonou, des collectifs organisent des ateliers de formation à l'entrepreneuriat. À Kinshasa, des mouvements pour la transparence budgétaire bousculent les habitudes politiques. Pourtant, la crainte demeure. L'histoire pourrait-elle se répéter? Les fantômes de Thomas Sankara rôdent dans les conversations. Si le leader venait à disparaître, que resterait-il de cet élan? Comment éviter que le souffle ne s'étiole, comme tant d'autres avant lui? On se souvient de Patrice Lumumba, dont l'assassinat a plongé le Congo dans des décennies de chaos, de la Tunisie post-printemps arabe, où l'enthousiasme a cédé la place à la désillusion. La question est cruciale. Comment transformer une figure charismatique en un héritage collectif? Le défi est colossal. Transformer l'élan collectif en institution solide, capable de résister à l'usure du temps, à la pression extérieure, aux fissures internes. Il ne suffira plus de s'indigner ou d'admirer, il faudra légiférer, bâtir, inventer des cadres neufs pour préserver ce réveil fragile. Les constitutions doivent être réformées pour garantir la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse. Des organes de contrôle citoyen, des plateformes de participation démocratique, des mécanismes de protection des lanceurs d'alerte sont mis en place. L'enjeu est vital. Soit cette vague d'espoir se transforme en réforme profonde,
soit le continent risque de retomber dans le cycle amer des illusions perdues et des révolutions inachevées. L'histoire de l'Amérique latine, où après les grandes vagues de libération, la corruption et les coups d'État ont repris le dessus, sert ici de leçon. Seul un ancrage institutionnel solide peut garantir la pérennité du changement. Comment convertir la figure du héros en héritage partagé pour que le rêve survive à ceux qui l'ont initié? Cela passe par l'éducation, la mémoire, la transmission des valeurs. Des programmes scolaires intègrent désormais les grandes figures africaines. Des musées racontent l'histoire des résistances locales. Des plateformes numériques partagent des archives et des témoignages. L'objectif, forger une conscience collective, bâtir un socle commun pour que l'élan ne dépende plus d'un seul homme. Ce frémissement collectif n'attend plus que d'être institutionnalisé. Reste à savoir si l'Afrique saura transformer l'essai et inscrire ce réveil dans la durée. Plusieurs pays lancent des consultations nationales, des forums citoyens, des assises sur la réforme de l'État. Des budgets participatifs sont expérimentés dans les grandes villes, donnant la parole aux citoyens sur les priorités d'investissement. La révolution n'a jamais été l'affaire d'un seul homme. C'est un souffle, un état d'esprit partagé qui se propage de quartier en quartier, d'idée en idée. Aujourd'hui, chacun d'entre vous en porte la responsabilité. Des ateliers de formation au leadership, des concours d'innovation citoyenne, des campagnes de sensibilisation sur la gouvernance voient le jour dans les écoles, les universités, les quartiers populaires. La souveraineté authentique ne s'impose plus depuis les palais. Elle naît dans la confiance en soi et l'audace collective. L'histoire n'est plus le privilège des chefs d'État. Elle appartient à chaque voix, chaque main qui ose défier l'ordre établi. Des plateformes de vote en ligne permettent aux citoyens de participer à la rédaction des lois. Des pétitions citoyennes influencent l'agenda parlementaire. La démocratie participative devient un outil concret de transformation. Par ses choix, Traoré lance un cri. Investissez ici, créez chez vous, innovez selon vos réalités. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une méthode pour une Afrique qui veut écrire ses propres règles. Chaque marché, chaque université, chaque petit atelier devient le terrain d'une renaissance inattendue. Des coopératives agricoles s'organisent autour de l'agroécologie. Des start-up développent des solutions pour l'accès à l'énergie solaire. Des artistes créent des œuvres engagées pour sensibiliser à la citoyenneté. Le digital est notre nouvelle frontière. Les réseaux sociaux ne servent plus de simples vitrines, ils sont devenus des armes pour s'émanciper. Start-up, plateformes éducatives, communautés virtuelles. Dès que le savoir circule, tout s'accélère. C'est au cœur de la toile que se préparent les prochaines révolutions africaines. Des MOOC gratuits sont lancés pour former au métier du numérique, des applications mobiles facilitent l'accès aux soins, des forums d'entraide relient les diasporas aux jeunes du continent. La diaspora, forte de millions de talents aux quatre coins du monde, joue un rôle clé. Elle relie les économies, partage les compétences, injecte l'énergie et le capital nécessaires. Investir, transmettre, raconter. À chaque geste, elle tisse la nouvelle Afrique. Des experts en intelligence artificielle à San Francisco conseillent à des start-up à Ouagadougou. Des médecins formés à Paris organisent des missions de télémédecine dans les campagnes du Burkina. Des architectes à Berlin participent à la réhabilitation des centres urbains africains. Ce changement d'époque donne à chacun le choix, copier ou innover. Imiter l'ancien monde, c'est s'enchaîner à la dépendance. Créer ses propres solutions, c'est ouvrir la porte à une souveraineté vraie. L'audace de faire autrement vaut désormais plus que l'obéissance à l'ancien ordre. Des hackathons sont organisés pour inventer des services publics numériques, des concours d'architecture réinventent les formes de l'habitat urbain, des laboratoires citoyens expérimentent des monnaies locales. Mais le danger guette. Rater ce tournant, c'est risquer de redevenir spectateur de sa propre histoire. Si nous restons figés dans l'admiration ou la nostalgie, nous perdrons le contrôle de notre destin. L'avenir du continent dépend de notre capacité à transformer l'enthousiasme en action, sur le terrain comme en ligne. Les échecs de la transition numérique au Maghreb ou de la réforme agraire au Zimbabwe rappellent combien il est facile de perdre l'élan si l'action n'accompagne pas la vision. Traoré n'est qu'un symbole.
La vraie question est, serons-nous les acteurs ou les témoins passifs de cette renaissance africaine? Pour comprendre comment cette dynamique peut bousculer l'ordre mondial, il faut regarder au-delà des frontières africaines. Les premiers signes d'un nouvel équilibre apparaissent déjà sur la scène internationale. Les grandes puissances, de la Russie à la Chine, courtisent désormais les dirigeants africains, proposent des partenariats stratégiques, négocient à égalité. Des alliances sud-sud se concrétisent, des sommets alternatifs voient le jour, des plateformes d'innovation partagée s'installent sur le continent. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de spectatrice, devient actrice de la mondialisation. Et vous, quel rôle choisirez-vous dans cette Afrique qui s'éveille? Ce n'est plus une formule creuse, mais un défi lancé à chacun. Car l'histoire ne se contemple plus derrière une vitre. Elle se façonne, ici et maintenant, à main nue. Il ne s'agit plus d'attendre que d'autres fassent à notre place, mais de prendre la plume, le marteau, la souris, l'idée pour bâtir. Hier encore, chaque génération semblait condamnée à rejouer, inlassablement, les mêmes cycles d'attente et de dépendance. Aujourd'hui, la donne a changé. L'Afrique n'est plus le décor d'une pièce écrite ailleurs, mais la scène où elle invente son propre scénario. Comme le Brésil au début du XXIe siècle, comme l'Inde après sa libération, elle se réinvente. L'éveil porté par Ibrahim Traoré va bien au-delà d'une secousse passagère. Son nom, qui circule de Dakar à Johannesburg, incarne la jeunesse qui refuse la résignation, qui ose défier les héritages figés et qui revendique le droit de rêver sans plafond. Par ses choix, c'est tout un continent qui quitte la marge pour s'inviter au centre du jeu mondial. Les jeunes ingénieurs, les artistes, les entrepreneurs, les enseignants, tous sont appelés à participer à ce mouvement. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Ne rien faire, c'est laisser d'autres rédiger le prochain chapitre à notre place. Saisir l'instant, c'est refuser que l'opportunité de reprendre nos ressources, notre culture et notre identité se dilue sous la pression extérieure ou l'usure intérieure. L'histoire de l'Afrique du Sud, qui a su transformer sa transition démocratique en modèle de réconciliation, montre qu'il faut agir vite, mais avec méthode. L'enjeu est immense. Argent, dignité, influence, temps, réputation. L'Afrique joue tout maintenant. Le vrai risque n'est pas de manquer un simple changement de dirigeant, mais de laisser filer une révolution silencieuse qui, pour la première fois, pourrait faire de l'Afrique la narratrice de sa propre histoire. Les générations futures jugeront ce que nous aurons fait de cette occasion unique. La vraie question n'est plus de savoir si le vent tourne, mais si vous serez de ceux qui hisseront les voiles ou de ceux qui resteront sur le quai, simples témoins du destin. Car l'Afrique nouvelle ne se bâtira pas sans l'engagement de ses enfants. Elle grandit avec chaque main tendue, chaque voix affirmée, chaque esprit qui ose inventer un autre futur. Dans chaque village, chaque ville, chaque diaspora, la même responsabilité, transformer l'élan en réalité. Aujourd'hui, que vous soyez à Bamako, à Paris, à Montréal ou à Abidjan, la balle est dans votre camp. Refusez la posture du spectateur. Devenez ce maillon attendu. Écrivez, entreprenez, formez, transmettez. Réinventez la souveraineté, dans la rue, sur les réseaux, dans les ateliers comme dans les laboratoires. Participez à l'écriture de ce nouveau chapitre. L'Afrique n'imite plus, elle invente. Elle ne mendie plus, elle négocie. Elle ne subit plus l'histoire, elle la forge. Alors, sur quelle page de cette nouvelle épopée inscrirez-vous votre nom? Ce choix, nul ne peut le faire à votre place. Mais souvenez-vous, le pire risque, c'est de laisser passer ce moment et perdre l'occasion de redevenir maître de notre futur. L'Afrique s'éveille. Soyez le